Vivons-nous vraiment dans une simulation ? Tout ce que nous connaissons, chaque personne, chaque événement, chaque émotion, pourrait-il n'être qu'une illusion construite par une civilisation supérieure ou par le dessein d'une entité divine ? Notre réalité pourrait être une illusion sophistiquée, une sorte de rêve orchestré par des forces qui échappent à notre compréhension. La théorie de la simulation, qui a trouvé de nombreux partisans ces dernières années, ébranle profondément nos certitudes et nous amène à remettre en question la véritable nature de notre existence. Bien que ce soit une idée fascinante et troublante, en réalité elle n'est pas totalement nouvelle, et elle puise ses racines dans les plus anciennes réflexions philosophiques. Au cours de ce long voyage, nous explorerons le contexte historique, les fondements philosophiques, les progrès technologiques et les preuves possibles qui suggèrent que nous pourrions effectivement vivre à l'intérieur d'une simulation. Mais d'abord, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Imaginez des hommes qui vivent dans une demeure souterraine en forme de caverne, avec une longue entrée ouverte à la lumière qui s'étend sur toute la longueur de la caverne. Ils sont là depuis l'enfance, avec les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent pas bouger et ne peuvent regarder que devant eux, incapables à cause des chaînes de tourner la tête. Dans son célèbre dialogue, Platon décrit un groupe de prisonniers enchaînés à l'intérieur d'une caverne depuis leur naissance. Ces prisonniers ne peuvent regarder qu'un mur de la caverne sur lequel sont projetées les ombres d'objets placés derrière eux, éclairés par un feu. Pour eux, ces ombres représentent la seule réalité. Platon emploie cette métaphore pour montrer comment les humains peuvent vivre dans l'ignorance, confondant apparence et réalité. Platon affirme que la vraie connaissance s'acquiert en quittant la caverne pour observer le monde réel. Dans ce contexte, le mythe de la caverne peut être considéré comme l'un des premiers exemples de réflexion sur la possibilité que ce que nous percevons comme réel ne soit qu'une illusion ou une représentation limitée de la véritable nature de la réalité. Mais juste au-dessus de moi, presque au-delà de mes forces, il y a le pouvoir d'un trompeur extrêmement puissant, et si c'est le cas, toutes les choses que je vois sont illusoires. En sautant de nombreux siècles en avant, le philosophe français René Descartes, connu en Italie sous le nom de Cartésio, offre une autre réflexion importante sur la nature de la réalité. Dans son œuvre Méditation métaphysique, Descartes se pose le problème du doute radical, se demandant si tout ce que nous percevons est réellement vrai ou si cela peut être trompeur. Pour parvenir à une connaissance certaine, Descartes suppose l'existence d'un génie malin, un être très puissant qui pourrait nous tromper constamment, nous faisant percevoir une chose qui en réalité n'existe pas. L'objectif de Descartes était de douter de toute chose, jusqu'à parvenir à une vérité incontestable. Je pense donc, je suis. L'idée d'un génie malin peut sembler similaire à celle d'une simulation moderne et nous suggère comment nos expériences sensorielles pourraient être créées ou manipulées par une entité supérieure. Aujourd'hui, l'idée que nous pourrions vivre dans une simulation a été reprise et reformulée grâce au progrès de la technologie, en particulier dans le domaine de l'informatique et de la réalité virtuelle. Avec le développement de jeux vidéo de plus en plus réalistes, d'intelligences artificielles avancées et de puissantes simulations numériques, l'hypothèse que notre propre réalité puisse être une simulation numérique. Ce n'est plus un concept purement philosophique, mais c'est devenu un sujet de débat concret parmi les scientifiques, les philosophes et les futurologues. Nick Bostrom, un philosophe suédois, est l'une des principales figures qui a remis au goût du jour la théorie de la simulation. En 2003, Bostrom a formulé un argument connu sous le nom d'hypothèse de la simulation. Selon Bostrom, si une civilisation suffisamment avancée avait la capacité de créer des simulations sophistiquées de la réalité, alors elle pourrait créer un nombre énorme de simulations. Dans ce scénario, la probabilité que nous soyons nous-mêmes l'une de ces simulations est statistiquement élevée, puisqu'il y aurait beaucoup plus de réalités simulées que l'unique réalité originale. Nick Bostrom, dans son article « Vivez-vous dans une simulation informatique ?», explique son hypothèse de la simulation avec ces mots. Au moins une des affirmations suivantes est vraie. La fraction de civilisation à notre stade de développement qui parvient à atteindre un stade post-humain est extrêmement proche de zéro. La fraction de civilisation post-humaine qui souhaite faire tourner des simulations de l'histoire humaine est extrêmement proche de zéro.
La fraction de tous les observateurs ayant notre type d'expérience qui vivent dans une simulation est extrêmement proche de 1. Avec cela, Bostrom nous dit que peu de civilisations technologiques survivent assez longtemps pour développer la capacité de créer des simulations avancées. Même si certaines civilisations atteignaient ce stade, elles pourraient ne pas vouloir créer de simulations de vie humaine. Mais si ces civilisations développent de telles technologies et les utilisent largement, alors il est très probable que la plupart des êtres conscients se trouvent à l'intérieur de simulations, plutôt que dans le monde original, car il y aurait d'innombrables simulations par rapport à la réalité de base. C'est cette base conceptuelle qui rend plausible l'idée que notre propre réalité soit l'une de ces simulations. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Mais parmi les protagonistes qui ont contribué à diffuser cette théorie, on trouve Elon Musk qui, en surprenant ses auditeurs, a déclaré « La probabilité que nous soyons dans une simulation est de 99%. Si tu regardes à quelle vitesse la technologie progresse, il est difficile d'imaginer que nous n'atteindrons pas un point où les simulations deviendront indiscernables de la réalité. » Musk fait remarquer que, compte tenu de l'avancée rapide de la technologie et de notre capacité à créer des mondes virtuels de plus en plus réalistes, il est difficile d'imaginer que nous n'atteindrons pas un point où les simulations deviendront indiscernables de la réalité. À ce stade, il est inévitable de se demander s'il existe des preuves que nous sommes tous le fruit d'une simulation. On peut dire qu'il n'existe pas de preuves définitives, mais il y a plusieurs indices troublants qui peuvent suggérer que l'hypothèse n'est absolument pas à écarter. L'un des arguments en faveur de la théorie de la simulation est la présence de limites physiques dans l'univers. Par exemple, la vitesse de la lumière est une limite maximale. Rien ne peut voyager plus vite qu'elle. Cela pourrait être considéré comme une limite imposée par une simulation pour économiser des ressources de calcul. Dans une simulation, avoir une limite de vitesse signifie que le système n'a pas à calculer des événements qui se produisent instantanément sur des distances infinies, ce qui réduirait la complexité et la puissance de calcul nécessaires. Dans les jeux vidéo, il existe des limites de fréquence d'image, soit le nombre d'images par seconde affichées. Plus il y a d'images, plus le mouvement paraît fluide. Cependant, pour économiser de l'énergie et des ressources, les jeux vidéo limitent souvent le nombre d'images au minimum nécessaire pour offrir une expérience agréable. De la même manière, on peut penser que l'univers impose une limite comme la vitesse de la lumière pour éviter d'avoir à tout calculer avec un niveau de détail illimité, économisant ainsi des ressources de calcul. Mais ce qui pourrait être un indice révélateur pour certains, c'est la présence d'erreurs ou de problèmes, que l'on appelle des glitches. Certains estiment que des phénomènes étranges dans l'univers pourraient ressembler à des bugs dans une simulation. Par exemple, la matière noire et l'énergie noire sont deux choses mystérieuses que les scientifiques n'arrivent pas encore à bien expliquer, et celles-ci pourraient être des parties de la simulation que nous ne comprenons pas. Un exemple plus concret d'un possible glitch est l'effet Mandela. L'effet Mandela désigne le fait qu'un groupe se rappelle un événement différemment de la réalité. Il tire son nom de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, car beaucoup de gens se souviennent à tort qu'il est mort en prison dans les années 80, alors qu'en réalité il a été libéré puis est devenu président. Ce type d'erreur collective pourrait faire penser que quelque chose dans la simulation a été modifié, créant de la confusion dans notre mémoire.
Un autre exemple de bug est le déjà-vu. Cette sensation de vivre quelque chose qui s'est déjà produit. Ceux d'entre vous qui ont vu le film Matrix se souviendront que le déjà-vu était la conséquence d'une manipulation de la matrice. Le film, comme vous pouvez l'imaginer, s'inspire justement de cette théorie. Mais les indices les plus importants nous viennent de la physique quantique, qui en effet nous montre des événements très étranges, qui pourraient être interprétés comme des preuves de la simulation. L'un des plus frappants est l'intrication quantique, où deux particules semblent être connectées, même si elles sont très éloignées l'une de l'autre. C'est comme si elles communiquaient instantanément. Un peu comme deux personnages d'un jeu vidéo qui partagent des informations immédiatement grâce au programme qui les contrôle. Un autre concept est le principe d'incertitude de Heisenberg, qui dit que nous ne pouvons pas connaître exactement à la fois la position et la vitesse d'une particule en même temps. C'est comme si l'univers décidait de ne pas montrer tous les détails en même temps, et la raison pourrait être celle que nous avons mentionnée précédemment, économiser des ressources. Un peu comme dans les jeux vidéo, où les détails de l'environnement ne sont chargés que lorsque le joueur les regarde. Le principe d'incertitude de Heisenberg semble incroyablement similaire, ne montrant que ce qui est nécessaire, quand cela l'est. Un autre indice de la simulation, nous l'obtenons en observant notre univers, qui semble suivre des règles mathématiques très précises. Partant de cette considération, le physicien James Gates a découvert que certaines des équations qui décrivent les champs fondamentaux de l'univers semblent se contenir des structures similaires, au code de correction d'erreurs, utilisés dans les ordinateurs pour détecter et corriger les erreurs de données. Ces codes de correction d'erreurs sont essentiels pour garantir que les données numériques soient transmises ou traitées correctement, sans être corrompues par des interférences. Gates a trouvé ces codes spécifiquement dans une classe particulière d'équations appelée équation de supersymétrie. La supersymétrie est une théorie qui cherche à unifier les forces fondamentales de la nature et qui prévoit l'existence de particules complémentaires pour chaque particule connue. Quand j'ai trouvé les codes de correction d'erreurs dans les équations de la supersymétrie, je me suis rendu compte qu'ils étaient exactement comme ceux que l'on trouve dans les navigateurs pour corriger les erreurs dans les données transmises. Cela m'a fait penser que nous pourrions effectivement vivre dans une sorte de code, exactement comme dans une simulation informatique. En d'autres termes, c'est comme si l'univers avait un système d'autocorrection pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Exactement comme un jeu vidéo ou un logiciel qui veille à ne pas avoir d'erreur pour fonctionner sans problème. Si l'univers fonctionnait comme un ordinateur, ces codes de correction d'erreurs pourraient être une preuve que nous sommes à l'intérieur d'une simulation, dans laquelle les lois de la physique ont été écrites pour garantir que tout le système reste stable et cohérent. Avant de nous demander qui a écrit ces règles, il y a un autre aspect à analyser, la conscience. Comment expliquer en effet notre conscience ? Là encore, certains chercheurs suggèrent que notre conscience, c'est-à-dire ce qui nous rend conscients, pourrait elle aussi faire partie d'une simulation. Cela pourrait être un programme chargé dans la simulation. Dans ce sens, notre cerveau serait comme un ordinateur qui traite le logiciel de la réalité dans laquelle nous vivons. Si notre conscience était effectivement un programme inséré dans la simulation, cela pourrait expliquer beaucoup des mystères liés à la conscience elle-même. Par exemple, cela pourrait expliquer des phénomènes inexplicables comme l'intuition, les expériences hors du corps ou même les capacités extraordinaires de certaines personnes comme la mémoire prodigieuse ou des aptitudes psychiques. Il se pourrait que ces événements mystérieux soient des caractéristiques ou des bugs du programme, ou bien que certaines personnes aient un accès plus direct aux mécanismes de cette simulation, leur permettant de faire des choses qui semblent impossibles ou surnaturelles. Compte tenu de ces éléments, il est intéressant d'explorer deux scénarios possibles. La théorie selon laquelle nous sommes le résultat d'une civilisation avancée qui a créé une simulation et l'idée que notre existence soit le fruit d'un dessein divin. Selon l'hypothèse de la simulation, une civilisation avancée, technologiquement supérieure à la nôtre, aurait créé une immense simulation dans laquelle nous vivons. Cette civilisation aurait le pouvoir de concevoir des mondes virtuels impossibles à distinguer de la réalité, dans lesquels chaque aspect de l'univers, des lois de la physique à notre propre conscience, aurait été programmé et construit. Dans ce contexte, les êtres qui ont développé la simulation pourraient être considérés comme presque divins par rapport à nous, car ils possèdent des capacités et des connaissances bien au-delà de notre compréhension.
L'hypothèse suggère que ces civilisations avancées pourraient avoir créé de nombreuses populations et de simples simulations, chacune d'elles abritant d'innombrables êtres conscients, ce qui rend très probable que notre réalité soit l'une de ces simulations. Et nous pouvons même aller jusqu'à imaginer que ces mêmes simulations pourraient être capables de créer des mondes simulés. D'autre part, la conception traditionnelle d'un Dieu transcendant nous offre une vision différente, mais pas totalement incompatible. Au lieu d'une simulation technologique, nous pouvons considérer que l'univers est le résultat d'un dessein divin, une intelligence supérieure qui a choisi de créer et de gouverner les lois de la physique et notre existence. Selon cette perspective, l'univers ne serait pas un produit du hasard, mais aurait été intentionnellement conçu avec un objectif. Que ce soit l'hypothèse de la simulation ou celle du dessein divin, toutes deux amènent à considérer que notre réalité est le résultat d'une création intentionnelle. Dans les deux cas, l'univers apparaît comme un système conçu avec des lois et des principes qui garantissent son fonctionnement. Qu'il s'agisse d'une civilisation avancée ayant écrit un programme pour simuler notre réalité, ou d'une divinité ayant créé l'univers dans un but précis, les deux hypothèses nous amènent à réfléchir à la complexité et au mystère de notre existence. Peut-être n'est-il pas si important de déterminer laquelle des deux est vraie, mais plutôt de reconnaître que la réalité pourrait être bien plus profonde que ce que nous pouvons comprendre, nous poussant à explorer sans cesse de nouvelles questions et à chercher un sens plus élevé. Arrivés à ce point, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles analyses. À la prochaine histoire.